Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse de vous accueillir encore une fois ce mardi dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Ce soir, nous parlons santé. Nous avons choisi de clôturer en beauté le mois d'octobre, Octobre Rose, dédié à la lutte contre le cancer. Et aujourd'hui, nous avons des femmes qui ont réussi un exploit assez remarquable. Elles ont vaincu le cancer. Nous avons des femmes qui ont plusieurs casquettes aujourd'hui. Il y en a qui ont des vies, un quotidien pas assez facile, mais qui s'efforcent au quotidien à garder une lueur d'espoir. Avec nous, ce soir, j'accueille Jolie Babetti Weti. Bonsoir à vous, Jolie Babette. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Jolie? Je vais très bien. Et vous? Ça va un tout petit peu, merci. Mais bon, on est là, on avance. Juste en face de vous, Samira Fanta. Bonsoir à vous, Samira. Bonsoir, Julie. Venez tout droit de Yaoundé. Effectivement. Vous allez bien, Samira? Ça va, ça va. Merci d'avoir fait le déplacement. Tout le plaisir. On fait un clin d'œil à ceux de Kondongo qui vont reconnaître Samira. Et puis nous avons également Flore Dipanda, épouse Assa. Bonsoir à vous, Madame Assa. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Bien, merci. Et puis notre quatrième invitée, Nadine DJ. Bonsoir à vous, Nadine. Bonsoir, Julie. Vous allez bien, Nadine? Ça va? Très, très, très bien. Un peu. Un peu. Très bien. La suite, c'est dans un court instant. Femmes et maladies incurables, c'est la thématique qui nous réunit ici ce soir. Avant d'entendre le vif du sujet, je vais vous raconter l'histoire d'une dame à qui on a choisi de rendre hommage. C'est une dame qui a souffert pendant beaucoup d'années. Elle souffrait du cancer jusqu'à ce qu'elle soit délaissée par son époux qui allait vivre de l'autre côté de l'Hexagone. Et elle s'est retrouvée abandonnée elle-même avec pratiquement 5 enfants à sa charge. N'ayant pas une épaule de soutien, elle a pu se battre comme elle pouvait avec le peu de moyens, rejetée par sa belle famille, rejetée par son époux. Elle allait trouver refuge dans sa famille à elle, avec ses enfants, chose qui n'était pas facile. Elle mourait à petit feu aujourd'hui. Cette dame, elle est à la mort dans la chambre froide et on va l'enterrer dans les prochains jours. Nous voulons ainsi rendre hommage à toutes les victimes de cancer, toutes ces femmes-là qui souffrent de cancer. Nous sommes de tout cœur avec vous. Gardez espoir, continuez la bataille. Et nous avons donc ici sur ce plateau des exemples même qui prouvent que le combat n'est pas perdu et que oui, on peut très bien vaincre le cancer. Babette. Oui, Julie. Jolie. Vous voulez que je vous appelle comment? Jolie Babette. C'est vrai qu'on m'appelle Weti. J'ai tranché. J'ai tranché. Jolie Babette. Vous êtes restauratrice. Célibataire, mère de 2 enfants, vous vivez à Bessenga. Et comme je le disais tout à l'heure, vous avez vaincu le cancer. Oui. Vous avez souffert du cancer du sang. Oui, du sang, oui. J'ai souffert du cancer du sang, diagnostiqué en 2019. J'ai fait 2 années intenses de traitement. Et après une année de hormonothérapie, je peux dire qu'aujourd'hui, je vais bien. Je fais des contrôles tous les 1 an. J'ai eu un enfant après la maladie. Je mène mes activités. Donc, en fait, je suis en vie. Je suis ce qu'on appelle une combattante, une warrior. Et je suis fière de le dire. Ouais. Ben, nous sommes fiers de l'entendre. Alors, ça fait quoi de découvrir ou bien d'entendre quand le médecin vous dit, madame, vous souffrez d'un cancer, quand le diagnostic est là, comment vous avez accueilli cette nouvelle-là? C'est un choc. Je dois dire que ce jour-là, dans le bureau du médecin, quand il me donnait les résultats de ma biopsie, tout ce que j'ai pu entendre, c'était que le diagnostic, enfin ce qu'on redoutait, s'avérait positif. Effectivement, vous avez un cancer. Et tout ce qui a suivi après, c'était le blackout total. Je ne comprenais plus rien. C'était fini en fait. Mon esprit était très loin. Et ce jour-là, j'étais avec mon fils, j'étais avec mon garçon. Et tout ce à quoi je pensais, c'était que je peux ne pas avoir la chance de voir grandir mon fils. Donc à ce moment-là, je pensais à lui. Je pensais à ma famille, je pensais à mes projets, je pensais à toutes les choses que je voulais accomplir dans la vie. Et je me disais, ça peut être la fin. Je me disais, tout peut basculer pour moi. Et après, j'étais loin. Mon esprit était loin. Ouais. J'étais vraiment loin. Et vous choisissez dans quoi pour vous accrocher? C'est votre fils ou alors le déclic? Oui, mon fils d'abord. Mon fils, parce que voilà, je le tenais là, les petits garçons, il avait 2 ans à cette période-là, c'était en 2019.
Et je le regardais et puis je me disais, bah, tu ne vas pas grandir seul, tu ne vas pas grandir sans maman, je serai là pour toi, je vais me battre pour toi, je vais me battre pour ma famille. Et puis je me disais, c'est clair que ce qui m'attend sera compliqué, c'est clair que ce qui m'attend sera dur, mais je vais me battre jusqu'à la fin, je ne vais pas abandonner. Je vais me battre jusqu'à la fin. Vous avez suivi l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure. Babette, elle aussi, elle s'est battue jusqu'à la fin. Sauf que, certes, ses enfants étaient sa raison de vivre, sa principale source de motivation. Sauf que, délaissée par son conjoint qui allait vivre de l'autre côté, délaissée par sa belle famille, expulsée de sa maison, j'ai oublié de mentionner ce détail-là. Il n'y a plus rien qui le motive, en fait. Oui, effectivement. Ouais. C'est vrai que pour un premier point, il est important déjà d'être prêt psychologiquement. Mais ça, c'est un voyage, j'aime le dire comme ça, c'est un voyage qu'on ne peut pas faire tout seul. On a besoin d'être entouré. C'est capital. Vraiment, le soutien psychologique, pour moi, ça joue à plus de 80%. Ouais, sinon, on meurt à petit feu ou alors... Oui, il faut être entouré, il faut avoir des proches, il faut avoir son conjoint, son compagnon, son mari. Il faut avoir sa famille qui soit à côté, il faut avoir ses amis qui nous soutiennent. C'est un combat qu'on ne mène pas tout seul. Ouais. Donc, il faut être accompagné. Ouais. Et pour cette dame, je pense qu'à un moment donné, elle s'est retrouvée toute seule. Et c'est difficile parce qu'il fallait gérer le départ de son mari, la tristesse, etc., gérer sa maladie. C'était beaucoup. Vous avez confié tout à l'heure, vous avez confié quand on était enfant, lors de nos entretiens en off, que parmi les choses les plus difficiles que vous aviez eu à faire, il y a eu ces 2 premières séances de chimiothérapie. Oui, je pense que c'était vraiment, vraiment difficile parce que le premier protocole sur lequel j'ai été soumise n'était pas adapté. Je préfère le dire comme ça. Il n'était pas adapté et je suis passée par... je crois que j'ai expérimenté tous les symptômes, les nausées, les vomissements, la perte de mes cheveux, les courbatures. Et à côté de ça aussi, il fallait absolument que je vive en retrait. Je ne devais pas voir les gens parce que les médecins avaient peur que je chope une infection ou une maladie, peut-être une grippe. Rien à voir avec la contagion. Voilà, parce que mon système immunitaire étant fragile, je pouvais choper même une grippe. Les amygdales, c'était très dangereux pour moi. Donc j'ai dû me séparer de mon petit garçon. Il ne pouvait pas être dans la même maison avec moi et lui dire que non, tu peux pas voir maman, ce n'était pas possible. Une sorte de quarantaine en fait. J'étais quasiment en quarantaine. Déjà que quand mon diagnostic tombe, c'était en plein Covid. J'ai dû me confiner, J'ai dû me confiner 2 semaines avant qu'on demande aux gens d'être confinés chez eux parce que j'avais peur. Il fallait que je fasse attention. Imaginez avec un système immunitaire complètement fragilisé et attraper la Covid, c'est clair que j'allais pas m'en sortir. Donc je vivais comme ça, j'étais quasiment enfermée quand je prenais mes traitements. Et même 2 jours après, de toute façon, j'avais pas assez de force pour sortir. C'était vraiment difficile, c'était compliqué. Et j'ai dû me séparer de mon fils. Il a dû partir vivre avec son papa. J'ai fait presque 6 mois sans le voir. C'était dur. C'était un petit bébé, c'était dur. Aussi pour moi que pour lui, parce qu'après, c'est une séparation qui a aussi joué sur lui, qui l'a beaucoup affecté. Ouais. Il était encore tout petit? Oui, il était tout petit. Ouais. Quand il est revenu, c'était maman, tu as encore mal à ton tété. Même après ma chirurgie, à chaque fois que je me sens mal, il vient, il se couche sur moi. Il me dit, maman, ton tété fait encore mal. Il avait peur, en fait. Ouais. Il avait peur que je tombe encore malade, que j'aille encore mal. Donc c'était difficile pour lui aussi. Et puis il y a cette fameuse phase-là, cette fameuse étape très très importante quand on doit subir l'ablation. Oui, l'ablation, c'est une étape aussi compliquée, difficile et c'est même la plus difficile pour certaines femmes parce que les femmes avec qui je discute au quotidien, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas encore à accepter cette étape-là. Et même après, beaucoup n'arrivent pas à se réconcilier avec leur corps. Moi, j'ai eu la chance que je m'étais préparée assez tôt à toutes les éventualités. Pour moi, en fait, c'était de survivre. Quitte à perdre mes 2 seins, le plus important pour moi, c'était de survivre. Donc, c'est vrai qu'à la base, c'était prévu qu'on me fasse une chirurgie conservatrice. Mais comme on sait, le cancer, c'est une maladie assez vicieuse. Et elle avait eu le temps de vraiment endommager mon sein. Et pendant que j'étais dans le bloc, ils se sont rendus compte qu'on ne pouvait pas. Donc, ils ont dû faire une mastectomie. Ils ont prélevé près de 80%, 85% de mon sein.
Et c'est à mon réveil que j'ai su. Ouais. Donc déjà, quand j'entrais au bloc, j'étais persuadée qu'on allait me faire une petite reconstruction et peut-être faire une réduction de l'autre côté. Donc en gros, je devais m'en sortir avec une poitrine de mes 14 ans, 15 ans et tout. Ça va. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Et je l'ai plutôt bien pris. C'est ma famille qui avait peur. Ma mère était là, mes soeurs étaient mises à l'écart. Maman était là et elle paniquait. Quand je me suis réveillée, elle paniquait, elle me regardait, elle avait l'air tellement triste, bouleversée. Ouais. Et puis elle me dit, ils n'ont pas pu sauver ton sein, il faut le prendre comme ça. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais quand ils ont ouvert ton sein, c'était tellement détruit, gâté. Enfin, elle a employé le terme gâté. Et moi, j'ai souri, et puis je lui ai dit, maman, je suis en vie, c'est le plus important. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la chose. Je ne dis pas que c'était plus facile. Ouais. Je ne dis pas que... il n'y a pas eu des craintes ou des appréhensions après, mais je dis pour moi c'était pas ça le plus important. C'était quoi le premier réflexe? Vous mettre devant un miroir, toucher? C'était quoi le déjà quand je me suis levée, j'avais encore plein de tuyaux, j'étais entubée, j'avais des tuyaux partout. Et j'ai fait un selfie à l'hôpital avec les tuyaux. Oui, j'ai fait un selfie. Une sorte d'avant après. J'ai fait un selfie, je l'ai envoyé à des amis. En fait, pour moi c'était une revanche. Parce que quand j'entre dans le bloc, je fais une petite crise. Je fais une petite crise et ça provoque même des saignements. Oui, ça provoque même des saignements. Et je crois l'anesthésiste, quand il entre, quand je lui dis que je suis en train de saigner, il me dit, mais comment? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es stressée? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, je lui disais que non, ça va, je ne suis pas stressée, mais j'avais peur en fait. J'avais peur de ne pas me réveiller, j'avais peur qu'il y ait des complications. J'avais peur que, voilà, je me disais, c'est peut-être la dernière fois que je vois ma famille et tout. Mais je me suis réveillée. Pour moi, c'était une première victoire. Et c'était le plus important sur le coup. Pouvoir revoir ma famille, continuer mes activités, c'était le plus important. Alors, pas de sorcellerie, c'est pas une maladie de la malchance, c'est pas des choses qu'on invente. Est-ce que vous savez qu'on aurait dû commencer par là? Il y a eu des symptômes au départ quand même qui vous laissaient penser que vous souffrez d'un cancer ou pas? C'est vrai que ça a commencé par une mastite infectieuse. J'ai eu des abcès au sein. Mais je n'avais pas pensé au cancer parce qu'il n'y avait pas de prédisposition. Dans ma famille, il n'y avait pas de malade de cancer. Mon âge, j'avais la trentaine à l'époque. Je ne buvais pas d'alcool, je ne fumais pas, j'avais une hygiène de vie assez saine. Et c'était assez... c'est même pour ça qu'au départ, quand je commence à avoir mes abcès, on ne pense pas au cancer. Parce qu'on se dit scientifiquement... Les abcès, c'était sur un seul sein, du moins le sang rouge, c'est celui qui était concerné en fait. Voilà, donc il y avait des abcès, il y avait une masse que je ressentais depuis l'allaitement de mon fils. Mais quand je voyais le médecin, il m'expliquait que c'était dû à l'allaitement, qu'il fallait attendre que je serve le bébé pour... Voilà. Donc c'est après avoir servi le bébé que j'ai commencé à avoir des pics de douleur. Il y a des mois où j'avais mal, 2 jours après ça part, et puis je me disais, bon ça va, c'est rien. Mais jusqu'à ce que les abcès commence à sortir, mon sein prend du volume, j'ai des abcès qui sortent à tout dehors, j'ai eu des douleurs. Cette éruption d'abcès, on me traitait, j'étais sur antibiotiques, mais ça n'évoluait pas. Normalement, un traitement choc sur antibiotiques au bout de 2 semaines doit pouvoir résoudre le problème. Mais pour moi, j'étais déjà à pratiquement 2 mois, ça n'allait toujours pas. Et quand je suis avec un ami médecin, il me dit, est-ce que tu as pensé au cancer et tout? C'était la première personne qui me parlait de ça. Il me dit, essaie de faire les examens. Parce qu'avant, j'avais eu à faire 2 examens. Une cytopension et une échographie mammaire qui avait révélé qu'il y avait une tumeur, mais qu'elle était bénigne. Donc 2 mois après, quand on n'arrive pas à traiter les abcès, il me conseille de refaire les examens, ce que je fais. Et là, on se rend compte que la tumeur qui était bénigne 2 mois avant est devenue maligne. Donc, et là, il me dit, va vers tel médecin, c'est un oncologue, et il te dira quoi faire. Et c'est le médecin qui me demande de faire une biopsie, parce que c'est le seul examen capable de dire que c'est un cancer ou pas. Et quel type, voilà. Donc, c'est ce que je fais, et 1 mois après, le diagnostic tombe, effectivement, c'est un cancer. Et là, c'était la course à la montre. Il fallait aller très vite, parce que c'est une maladie qui se propage assez rapidement. Et donc, la prise en charge, il faut quand même préciser qu'aussitôt qu'on commence à vous prendre en charge, vous avez plus de chances. De vous en sortir. Voilà, lorsque vous êtes diagnostiqué précocement et lorsque vous commencez rapidement le traitement, vous avez des chances de survivre.
D'accord. Merci infiniment à vous. Bah, vous permettre de souffler un petit peu. Merci. Alors, je vous amène à Yaoundé. Nous allons au quartier Kondongo. Vous connaissez? Ah ben, elle va nous en parler justement. Elle nous vient tout droit du quartier Kondongo. Samira Fanta, rebonsoir. Bonsoir Julie. Mère d'une magnifique petite fille âgée de 3 années. Vous êtes journaliste. Et votre fille, d'ailleurs, vous êtes venue avec elle. Elle souffre de l'infirmité motrice cérébrale. Effectivement. Depuis sa naissance. Effectivement. Alors, Samira, évidemment, votre histoire aussi nous intéresse. Aujourd'hui, quand même, on se balade, quand même, on fait une immersion. On essaie de s'intéresser un peu au quotidien de ces femmes-là, voilà, qui doivent quand même toujours garder le sourire, garder l'espoir, apporter de la chaleur auprès de ceux qui souffrent. Et des véritables combattantes, comme Jolie Babette, vous aussi. Vous êtes prête à tout, vous vous battez chaque jour pour pouvoir apporter du réconfort, l'amour, le sourire. Et vous avez beaucoup d'espoir pour votre fillette. Oui, j'ai beaucoup d'espoir, il faut le dire. Je commence par la fin. J'ai beaucoup d'espoir pour elle, vivre avec un enfant qui a atteint l'infirmité motrice cérébrale. C'est un défi au quotidien. Ouais. On est confronté entre les médicaments, le regard de la société, entre autres. Donc, on se retrouve juste au milieu parce que lorsque tu as un enfant qui a l'IMC, tu es appelé à te battre. Non seulement tu te bats pour toi, mais tu te bats également pour donner une meilleure vie à cet enfant-là. L'enfant qui n'a pas choisi à venir avec cet handicap, tu te dois de lui donner plus d'amour. Surtout dans mon cas, lorsque tu as abandonné à toi-même, si je peux le dire, avec ton enfant, il faut c'est pas bon, alors on va aller dès le départ quand même pour vous permettre un peu de souffler. Alors, vous rencontrez un monsieur, vous tombez amoureuse et tout, vous n'avez plus le temps de faire des examens, non? Bon, il faut dire que c'est pas une maladie contagieuse, c'est pas une maladie héréditaire. D'accord. Ce sont des circonstances qui arrivent pendant l'accouchement. Pour le cas de ma fille, elle a eu une asphyxie néonatale. Ah. Bon, comme on dit au quartier, elle a bu l'eau quand elle était encore dans le ventre. Ouais. Et quand elle est sortie du ventre, elle n'a pas été réanimée au moment opportun. Ouais. Donc, il y a des complications en fait, liées à l'accouchement. Donc, oui, des complications pendant l'accouchement. Au moment où elle est sortie, je me rappelle encore de ce jour, c'était un samedi, 15 octobre 2019. Nachma est arrivée au monde. Quand elle est sortie, elle n'a pas poussé de premier cri. Et ma maman qui m'accompagnait en salle demande aux infirmières qui étaient présentes pourquoi est-ce que ce bébé n'a pas poussé de premier cri. On dit bon, c'est parce que l'enfant est fatigué, l'enfant va pleurer plus tard. On me remet l'enfant, je rentre avec l'enfant. Samedi, dimanche, je reste à la maison. Le travail a duré pendant combien de temps? Le travail a duré une nuit. D'accord. Donc vous êtes arrivé vendredi, vous accouchez samedi matin. Oui. Très bien. Oui. Donc je rentre avec l'enfant le samedi. Il ne pleure pas toujours? Bon, quand on est rentré après 1 heure, quand on a lavé l'enfant a pleuré. Dimanche, l'enfant ne réagissait toujours pas. On appelle maintenant pour savoir le chef de centre pourquoi est-ce que l'enfant ne cherchait pas toujours le tété, rien du tout. On me dit l'enfant est fatigué, l'enfant va réagir plus tard. Je patiente, j'attends jusqu'à lundi. Lundi, ça n'allait toujours pas. Je porte l'enfant, j'amène l'enfant rencontrer un pédiatre plutôt. C'est là où le déclic est parti. On envoie l'enfant directement en réanimation. L'enfant entre dans le coma. L'enfant fait 4 jours de coma. Quand elle est ressortie de là, c'était déjà avec les séquelles. Le cerveau a souffert. Et aujourd'hui, elle a 3 ans. Elle ne tient pas encore la tête. Vous pouvez imaginer lorsque vous avez un enfant de 3 ans qui ne tient pas la tête, qui est dépendante à 100%. Donc, c'est comme si j'ai encore un nouveau-né entre les mains. Et lorsque vous avez autour de vous des personnes qui voient l'état de l'enfant, on se dit que bon, tu as été maudite,
on t'a jeté un mauvais sort, soit c'est la malchance. Et entre guillemets, il y a mon frère qui m'a dit ça, que ton enfant, que tu te vends, tu dis que tu as un enfant, c'est plutôt la malchance que tu es venu avec dans la famille. C'est plutôt quoi? Waouh. Donc, je ne sais pas s'il l'a dit consciemment ou inconsciemment, mais ça m'a beaucoup heurté. Et certes, on pardonne, mais on n'oublie pas. Tout à fait. Donc, voilà, en quelque sorte, la naissance de Nashma. Et quand j'arrive, pour parler du diagnostic et autres, quand j'arrive à Yaoundé, j'étais d'abord à Garoua, après avoir consulté plus de 3 médecins, parce que l'enfant avait déjà entre 3 mois. Je commençais déjà à faire des recherches. Pourquoi est-ce que mon enfant n'interagissait pas avec moi? Pourquoi? J'avais déjà une idée de la chose, mais je n'avais pas encore accepté et je me disais qu'il y avait encore espoir que ça change. Ouais. Je rencontre un 4e médecin, un ophtalmologue, celui qui me demande de faire le scanner de l'enfant. Quand je fais le scanner, il me dit que non, à son niveau, il ne peut plus, qu'il m'envoie à Yaoundé. Arrivé à Yaoundé, ce jour, c'était en 6 avril 2020. Lorsque je vois le neuropédiatre, quand il consulte le scanner de l'enfant, il me dit, madame, faites d'autres enfants. J'ai vu vraiment mon monde s'écrouler. Je ne comprenais pas en fait. J'étais seule à l'hôpital avec l'enfant. Donc, quand je suis sortie de là, puisque ma tante était parmi ces personnes-là qui ont supervisé mon accouchement, la première des choses que je fais, j'écris le message à ma tante. Si tu n'étais pas ma tante, je vous aurais porté plainte pour ce qui est arrivé à cet enfant-là, parce que c'est de votre faute en fait. Donc, j'ai fait mon deuil, si on peut le dire, et je continue. Après avoir fait le deuil, accepter maintenant que l'enfant a un handicap et c'est irréversible, il faut se relever et aller de l'avant. Et c'est ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis avec Nashma. En fait, elle m'apporte beaucoup de joie. Elle m'apporte beaucoup de joie. Et on communique entre nous, on se comprend. Elle sait quand maman veut sortir, quand elle lui dit que bon, tu dois te calmer, maman doit faire ceci. Elle est là tranquille, elle accepte, elle sait que non, sa maman doit se débrouiller, sa maman doit se battre pour survivre. Ça veut dire que bien que votre fille souffre de cette infirmité motrice cérébrale, vous arrivez quand même à communiquer, on va le dire ainsi, vu que c'est quand même quelque chose d'assez difficile à diagnostiquer, hein, surtout quand l'enfant est tout petit. C'est peut-être pendant que l'enfant grandit qu'on remarque quelques retards liés à la croissance. On va voir qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui nous semblent pas aller normalement. La marche, par exemple, le fait de se lever, marcher tout seul, commencer à apprendre à articuler, à dire maman, papa, des petites choses comme ça, des petits réflexes qui manquent. Mais ce qui est encore incroyable, c'est voir comment la maman arrive tout de même à communiquer avec votre enfant. Sauf que là, vous avez l'impression, vous êtes à deux, à part, dans un monde, vu que les autres ne sont pas réceptifs et ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Et l'une des choses qui vous marque, il y a déjà le fait que la prise en charge, c'est ça, extrêmement coûteux et compliqué. La prise en charge, elle est vraiment coûteuse, extrêmement coûteuse. Et c'est par rapport à la prise en charge que j'ai créé même une association, il faut le dire. Parce que je n'arrivais plus à subvenir, à amener, parce qu'il fallait amener l'enfant 2 à 3 fois par semaine à sa séance de psychomotricité. Parce qu'on nous a dit, avec la psychomotricité, on a espoir que l'enfant puisse quand même développer d'autres aptitudes. Donc, il fallait payer les séances, chaque 3 fois la semaine, il fallait acheter les médicaments. Combien ça coûte la séance?
La séance du côté du centre de handicapés de Yaoundé, c'est 2000. D'accord. La séance. D'accord. C'était 1500, mais ils ont encore ajouté, c'est maintenant 2000. Donc on est à 6 000 francs par semaine. À 6 000 francs la semaine. Ouais, si on évalue avec le taxi, voilà. avec tout ça, tu te retrouves à dépenser plus. Tu peux me dépenser 3 000 par jour. Ouais. Donc, le jour que tu vas à la séance, tu gardes au moins 3 000. Parce qu'il faut acheter encore les paires de gants, il faut acheter le baume de massage, autre. Bon, voyant cela, ça ne donnait plus. J'ai même abandonné. J'ai fait 1 an avec l'enfant à la maison parce que ça ne donnait plus. Il fallait vraiment... C'est épuisant. Tu perds en énergie, tu perds en énergie, en temps, en argent, en tout quoi. Vous avez demandé de l'aide? Solliciter peut-être les services du nounou, quelqu'un qui pourrait quand même vous remplacer, enfin prendre soin de la petite au cas où vous allez au travail, vous n'êtes pas présente? À l'époque, j'ai essayé, j'ai échangé jusqu'à 3 nounous. Aucune d'elles n'a voulu rester. Personne ne voulait rester avec l'enfant? Oui. Ouais. Une était là, quand elle a fait 2 jours. Quand elle a vu l'état de l'enfant, elle était en début de grossesse. Sa mère lui a dit, bon, comme tu es enceinte, tu vas aussi accoucher ton enfant comme ce bébé que tu allais garder. Au matin, elle m'a abandonné avec l'enfant. Donc, pendant cette période, j'allais au travail avec l'enfant. J'ai fait pratiquement 1 mois. J'allais au travail avec mon bébé. Et c'était mes collègues qui m'aidaient au travail avec l'enfant. Et on a envie de demander justement, le papa, il est où alors? Vous avez suivi l'histoire de la dame tout à l'heure qu'on a racontée? Bon, le papa n'est pas présent dans tous les cas. Il n'est pas présent parce que lorsqu'on a un enfant, un enfant avec un handicap, c'est important que le père soit présent parce que le matériel, l'accompagnement financier, c'est pas vraiment... C'est important, mais ce n'est pas primordial pour moi. Dans ce cas de figure, c'est important d'avoir une personne qui vous accompagne psychologiquement. Comme le cas de mes parents qui sont toujours là avec moi. Il est bien vrai qu'ils m'accompagnent financièrement, mais ils sont toujours là, et surtout mon père. D'accord. Voilà. Merci à vous, Samira. On va donner tout de suite la parole à notre 3e invitée, Nadine. Oui. Ça va? Ça va. Nadine, DJ Pamela, vous êtes étudiante en communication. Exactement. Célibataire sans enfant, vous vivez à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Vous voulez que je continue à présenter ou vous voulez vous présenter vous-même? Il y a certaines informations, je crois que c'est mieux que vous... Parce que certainement, ils sont curieux. Ils regardent, ils se posent la question, mais c'est qui Nadine, là, Pamela? Envoyez une jeune demoiselle avec une très belle voix, toute douce et tout. Oui, moi je suis Nadine Pamela. Je fais licence en communication des organisations et j'ai 23 ans. Je suis atteinte d'une maladie héréditaire qui est la drépanocytose. En fait, la drépanocytose est une maladie héréditaire d'hémoglobine. C'est cette substance-là qui est dans l'hémoglobine rouge qui transporte de l'oxygène à partir du corps. Donc, si c'est cette maladie, c'est mon quotidien, je l'ai accepté et je vis. Ouais. Et c'est à l'âge de 12 ans que vos parents réalisent en fait et que vous êtes drépanocytaire. Avant ces 12 années-là, vous avez quand même vécu pas mal d'événements, une santé assez instable et des douleurs insupportables. Et vous étiez régulièrement dans des hôpitaux, toujours en pleine consultation, jusqu'à ce qu'on vous conseille un hôpital pour faire des examens approfondis. Et qu'on dépiste finalement, qu'on découvre finalement que vous êtes drépanocytaire. Et c'était le jour le plus mou. J'ai envie de dire le plus détestant de ma vie. Bon, parce que quand même à l'âge de 12 ans, je ne savais pas trop ce que c'est. Mais je savais seulement que c'est une maladie héréditaire. Quand je poursuis les études à l'âge de 17 ans, 18 ans, avec la science comme on voit souvent, la science à l'école, je réalise vraiment que c'est une maladie vraiment, vraiment dangereuse
et que je dois l'accepter, je dois vivre avec du début jusqu'à la fin de mes jours. C'est le fait que ce soit du début jusqu'à la fin des jours qui vraiment ça me démoralise. Ouais. Ça te rend, tu es stressé, tu n'es pas apte à vraiment supporter. Ouais. Si tu n'arrives pas à accepter que tu es malade, tu ne peux pas vraiment commencer à vivre. Vous vous sentez comment avant? Comment vous sentez quand vous faites des crises? C'est tellement mal, tu te mets totalement stressé. Ah, encore cette maladie, oh, peut-être je vais mourir. Parce que quand ça te prend, ça te met anémie. Qui dit anémie, ça veut dire que tu manques de sang. Si tu n'as pas de sang, tu ne peux pas vivre. Donc tu es là, tu es stressé. Je te demande qu'est-ce que peut-être en attendant de revenir à Nadine, on va quand même rappeler quand même, enfin, allez-y, je pense que là c'est bon, allez-y, dites-nous. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est comment vous vous sentez au départ? Au départ. Avant qu'on ne vous dise que vous êtes drépanocytaire. Vos parents, voilà, forcément, il y en a l'un d'eux qui porte des germes. Les parents, ils sont... Vous avez dit que votre père, il était AS et maman est AA. AS et la maman est AA. Voilà, donc, comment vous sentez? Quelles sont les sensations que vous aviez et dans quel état d'esprit vous étiez? Enfin, qu'est-ce que vous sentez? Comment vous sentez votre corps avant qu'on ne vous dise que vous êtes drépanocytaire? J'avais une santé, je peux dire temporaire. D'accord. J'étais toujours malade, j'étais toujours dans les hôpitaux. Même les études, je faisais une semaine à l'école, 2 semaines à l'hôpital. Et tout, souvent, parce que la dépendance se manifeste aussi avec les yeux jaunes. Quand on me voyait avec les yeux jaunes, on dit « Ah, elle a encore la typhoïde, elle a la jaunisse ». On essayait de masquer, on me donnait n'importe quel médicament. Mais par chance, ça me stabilisait. Mais ça faisait, j'étais toujours rentrée à l'hôpital. Vous étiez en train de rechuter. Je rechutais toujours, toujours. Vous avez des douleurs particulières? Particulières, oui. Surtout aux articulations, le pied. Le pied faisait mal, ça ronflait? Non, ça enfle pas. Ça fait mal de l'intérieur. Oui, de l'intérieur, c'est l'os qui te fait mal. Ça n'enfle pas, tu es là, tu es calé, tu ne peux pas marcher. Si c'est ta main qui te prend, tu ne peux plus la soulever. Si c'est le dos, tu es bloqué. Si c'est le ventre, alors tu vas avoir de fortes douleurs. Donc, c'est comme ça. Les douleurs, Parfois, je faisais même une semaine, je n'arrive pas à marcher, je suis plate. Si je veux faire pipi, on me porte. Si je veux faire les selles, on me porte. Jusqu'à ce que on découvre que je suis atteinte de cette maladie. Et quand on a découvert ça très tôt. On m'a mis directement sur un suivi. Je me fais suivre à l'hôpital La Quintini parce qu'ils ont un grand pavillon là-bas qui ne soigne que les drépano. Et puis j'ai la chance de ne pas avoir les infections et d'autres, je vais dire ça comment, d'autres manifestations de cette maladie parce que il y a les gens où tellement l'eau ça fait mal, ça les a donné les blessures, ils ont des ulcères. Par contre, moi, si je suis là, je ne dis pas à quelqu'un que je suis drépano, il ne va pas savoir. Il y a d'autres qui ont... Non, on ne peut pas savoir. On peut pas savoir. Du tout. Il y a d'autres qui, dont tellement le corps a fait mal, ils ont des déformations. Donc, quand tu les vois debout, peut-être le ventre est gros, la tête est petite, tu sais que même s'il n'a pas le kwashiorkor, par exemple, il est malade. Contre moi, je vais dire que Dieu m'a donné cette chance. Je n'ai pas encore eu d'infection. Je n'ai pas encore eu de complications à ce niveau. D'accord, ben bravo en tout cas. Merci. Le plus dur, vous avez cette peur-là. Vous avez cette peur-là chaque jour quand vous vous réveillez. Chaque jour, tu te réveilles. Vous voulez bien le dire? Chaque jour, tu te réveilles. Peut-être tu as... En fait, la peur vient quand tu as forcément une douleur. Par exemple, quand tu as peut-être mal au pied, peut-être à minuit comme ça, le pied commence à te faire mal. Tu commences à avoir mal de tout le corps. Tu te dis, ah, encore et encore. Qu'est-ce que je n'ai pas? Tu te stresses à la fin. Tu vois, peut-être comme ça fait mal, je vais partir. Et quand ça fait mal, ça fait vraiment mal. En fait, vous vivez avec cette peur de mourir. Avec cette peur de mourir. Mais vous savez que tout le monde va mourir quand même. Non, je le sais quand même, je le sais. Ouais, personne n'est éternel, on est tous appelés à mourir. Exactement. Exactement, mais aussi avec ce truc en tête que tu ne vas jamais guérir. Ça te stresse, franchement.
franchement, ça te stresse. Mais là, vous suivez votre traitement? Non, le suivi quand même, je le suis. Je suis le traitement à l'hôpital. Ça va, c'est facile? C'est gérable quand même? C'est gérable, mais ça coûte cher. Ça coûte cher, la prise en charge? Je dis souvent à certains amis que si mes parents n'étaient pas très très responsables, je ne vais pas dire qu'ils en ont trop, mais ils se battent. C'est que peut-être j'en mourrais parce que parfois tu as des crises, peut-être avant 1 heure, tu es là, tu n'arrives plus à marcher. Il faut qu'on te porte, on cherche comment on va faire pour t'amener à l'hôpital. Et aussi avec nos hôpitaux de maintenant, dès que tu arrives, si tu n'as pas payé au moins ces médicaments, on ne peut pas te prendre en charge. C'est pas facile. Et surtout que les médicaments des traitements sont vraiment chers. Vraiment, vraiment chers. Ouais. D'accord, mais comme toute une jeune fille, vous fonctionnez, enfin, vous êtes quand même une femme normale quand même, avec beaucoup d'amour autour de vous. Les garçons aussi qui vous tournent autour quand même. Oui, c'est vrai que j'ai des garçons qui me tournent autour. Des petites amies, des petits amis aussi. Des petits amis. Ça se passe comment avec les garçons? Ah, ils sont pas sérieux. Oula. Qu'est-ce que vous faites croire qu'ils ne sont pas sérieux? Vous avez 23 ans quand même, vous êtes déjà une femme avec un grand F. Vu le comportement, non, vu le comportement ils se comportent comment? Personne. Non. Par exemple, pour moi, si tu te dis être mon petit ami, et que par exemple, je te dis, je suis malade, tu ne me donnes pas l'attention qu'il faut. Je ne te demande pas de me donner l'argent parce que mes parents le font déjà. Tu ne me donnes pas l'attention qu'il faut pour me soutenir dans ma maladie. Parce que, particulièrement moi, quand je tombe malade, quand j'ai une petite crise, je stresse. Et c'est le stress là qui augmente mes douleurs. Et c'est les douleurs qui peuvent vraiment amener un drépano. C'est même pas la maladie. S'il n'arrive pas à supporter la douleur, il va partir. Et si toi, tu es mon petit ami, tu n'arrives pas à m'écrire, à être près de moi en temps réel, vraiment, tu vas quitter. Ah, vous êtes dur, hein? Il va quitter tout de suite. Vous pouvez pardonner quand même un tout petit peu, non? On peut pardonner, mais au début, là, si tu n'arrives pas à vous assister, à être là, à être présent. C'est pas quand je serai là, quand vous avez mal, vous avez besoin d'avoir quelqu'un qui vous tienne dans ses bras, qui vous fait des câlins. Ah, vous avez besoin d'amour. Ah, donc dis donc, c'est une grosse gourmande, celle-là. En fait, quand vous sentez mal, vous avez besoin d'une épaule, quelqu'un qui vous tient dans ses bras, qui vous rassure, qui vous fait des caresses pour vous rappeler certaines choses, qu'il vous aime, que vous êtes la plus belle, des choses comme ça. Je demande. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça. Ok. Fleur, il y a monsieur Assa qui s'impatiente. Il dit, mais à quel moment ma femme va parler? Eh bien maintenant, c'est le tour de votre femme, monsieur. Mariée, mère de plusieurs enfants, enfin, de 2 garçons aussi. Entrepreneur, ouvert Bonabéry dans le 4e arrondissement. Vous aussi, vous êtes un exemple quand même patent, palpable de ces femmes-là qui ont réussi à vaincre le cancer. Exactement, Julie. C'est formidable de clôturer le mois d'octobre avec ces témoignages ici, d'écouter les femmes. On va détendre l'atmosphère quand même, parce qu'il y a Babette Wetty qui a déjà versé toutes les larmes de son corps. On a dit qu'on ne pleure pas ici aujourd'hui, d'accord? On est plutôt détendu, on regarde la vie avec beaucoup de roses, d'ailleurs, comme notre plateau. Donc, Flore, maintenant, c'est vous qui allez nous dire, vous avez souffert d'un cancer de l'estomac. C'est vrai que vous n'êtes pas complètement guéri, vu que vous continuez quand même aussi à suivre le traitement, mais c'est une période assez particulière. C'était assez dur quand même, hein? Surtout quand on vous annonce ça à la veille de votre anniversaire. Exactement, Julie. Oui. Ok. Mais allez-y, racontez-nous donc. Le cancer d'estomac ne vient pas subitement, cancer d'estomac. Ouais. Il y a des signes avant, il y a des signes avant-coureurs. On a mal à l'estomac. Très bien. C'est ce mal d'estomac qui donne un estomac chronique. Et cet estomac chronique qui donne un ulcère gastrique. Là, avant ça, je n'ai pas me fait consulter. On découvre un estomac chronique. Ouais. Il faut peut-être préciser parmi, on va dire quoi, parmi les symptômes, il y a non seulement la perte d'appétit aussi, il y a les fatigues, les douleurs abdominales et les vomissements aussi. Remonter acide, douleur abdominale. Voilà, des nausées, des vomissements, une perte de poids aussi. Oui. Ouais. Entre autres symptômes, quand même, ça peut varier. Oui. Mais vous, c'était lesquels des symptômes, enfin, quels sont les symptômes qui étaient les plus accentués? Pour le mal d'estomac, oui. Nous avons les brûlures d'estomac, dans votre cas? Oui. Oui. D'accord.
Perte d'appétit, nausée, vomissement. Ouais. Vous aviez un poids x2 quand même à l'époque. Oui, à l'époque j'avais 96 kilos. Ouais. Quand je faisais la maladie, je me suis retrouvée à 64 kilos. Donc, on n'a pas découvert, c'est même pas un cancer d'estomac. C'était d'abord un mal d'estomac qui a donné un cancer d'estomac. Quand je suis allée rencontrer le gastro m'a fait une endoscopie. Donc, c'est-à-dire on a mis une fibre à l'intérieur de mon estomac, les caméras. On passe par la bouche, l'œsophage, de suite on redescend. On a retiré un tissu à l'intérieur pour analyser. Cet examen on appelle la biopsie. On m'a demandé de venir collecter les résultats. Ils vont me faire signe. Ils m'ont fait signe. Je suis allée collecter ces résultats le 16 février 2022, un jour avant mon anniversaire. Étant curieuse, avant de rencontrer le gastro, j'ouvre l'enveloppe. Je vois un nouveau mot. Tout a chamboulé. Je prends mon téléphone. Je prends Google. Je tape adocostima. Ado quoi? Adocostima. D'accord. Je reste. Je dis que Seigneur, fait que ça ne soit pas été vrai. J'ai mis à prier, tel mon fils. Il avait 3 ans. Lorsque le gastro m'appelle dans son bureau les résultats, il me dit, Madame, vous avez un cancer de l'estomac. Vous opérez le plus tôt possible est le mieux. Tout a chamboulé depuis ce jour. Quittant de l'hôpital, arrivé chez moi, c'était pas facile. Je connais là mon fils. Lorsque c'est arrivé chez moi, je n'ai pas dit c'est là mon mari en face. J'ai pris mon téléphone. J'ai écrit un message WhatsApp. Vous lui avez dit quoi dans le message? Que j'ai un cancer, je vais mourir. Il m'a répondu, si tu ne viens pas me dire en face, je ne peux pas t'aider. Je lui ai dit, c'est là en face, il m'a laissé. Vous avez pris votre courage, vous êtes allé le voir. Oui. Alors quand vous lui avez envoyé le message, vous étiez dans la même maison, vous étiez au travail? Dans la même maison. Vous étiez dans la chambre? Moi, j'étais dans la chambre des invités dehors. Lui, il était dans notre chambre. D'accord. Et je suis allée vers lui, il a dit, il m'a laissé, il dit non. C'est là que le chemin commence. On a rejeté les résultats. Il fallait encore faire notre diagnostic. On a parlé un prochain hôpital. Il nous a dit qu'il n'y avait rien. Je suis restée avec la maladie en mars. Avril, tout a chamboulé. Je me suis mise à vomir du sang. Je suis encore allée faire des consultations. Pour des consultations, tout ce que les examens de cancer, on a retrouvé le même mal. Il faut qu'on nous paie. Pour opérer, il fallait qu'on enlève la partie touchée. La partie touchée était la partie basse qui est reliée aux intestins. On m'a opéré au mois d'août, le 12 août 2022. On a coupé la partie malade. Cette opération, on appelle ça gastrectomie partielle, donc la chirurgie. Après la gastrectomie partielle, on m'a pris 6 cures de... La partie enlevée, on a envoyé analyser. On a vu que j'étais au stade 2. On m'a prescrit 6 cures de chimiothérapie. La première cure de chimo, j'ai perdu connaissance, sans vous mentir. Parce que la chimo ne rit pas, mais c'est elle qui nous traite. Elle ne rit pas. La deuxième cure, j'ai respecté. Je n'ai pas eu le même protocole que la dame en face de moi. Parce que c'est un peu le même traitement. Le traitement du cancer du sein, le traitement du cancer de l'estomac, c'est 2 mondes différents. Oui, ça diffère. Oui. Moi, j'ai eu un protocole de 3 jours. Donc, chaque 2 semaines, ça dépend de mon protocole. Le premier jour, on me met les perfusions normales. Le deuxième jour, vous avez une perfusion de 24 heures. Ça coûte goutte par goutte. Vous avez les effets secondaires, vomissement, diarrhée, fatigue, perte d'appétit, d'achymo. Ça n'a pas été facile. Mais j'ai réussi à prendre tous ces cycles. Aujourd'hui, je suis sur suivi médical chaque 3 mois. Oui. Ouais. Et le plus dur alors, c'était quoi? Quand vous racontez ça, bon, vous résumez, mais on a l'impression que c'est passé très vite. Ou alors ça va, hein, c'est pas quelque chose de si compliqué. Le plus dur, c'est les préjugés. Vous savez,
quand vous êtes malade, vous perdez du poids, on a tendance à dire votre mari vous trompe, votre mari fait ceci, votre mari veut vous tuer. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour nous d'accepter cela parce que, surtout nous qui sommes croyants, parce que nous sommes mariés à l'église catholique. C'est facile d'accepter tout ça. On voit le regard des autres sur vous. On est habitué de vous voir avec un grand poids de 96 kilos comme ça. Subitement, vous avez amaigri. Donc, c'est un peu ça. Et je peux dire quoi encore. Et pendant, vous avez, on vous dit, c'est la sorcellerie, il faut aller chez les marabouts, il faut aller chez les pasteurs, tout ça. Ça n'a pas été facile. Vous êtes passé par tous ces... Non. Vous n'êtes pas allé voir au village pour savoir ce qui n'allait pas, comme on dit souvent, non? Non. Ouais. Nous, on a suivi. Ouais. Parce que peut-être beaucoup de cas aussi qui se compliquent parce que des gens sont ignorants, non pas, ils ne s'y prennent pas à temps. On vous demande de boire les feuilles de corosol, boire les peaux d'ananas, tout ça c'est archi faux. Qu'est-ce qui prouve que les feuilles de corosol sont du cancer? Non. Même les grands scientifiques n'ont pas encore trouvé le traitement final du cancer, excuse. Raison pour laquelle on a que la chirurgie, chimiothérapie, radiothérapie, les petits trucs là. On n'a pas encore trouvé le traitement final du cancer. Oui. Ça n'a pas été facile aussi, dans la mesure où vous êtes abandonné seulement avec peut-être vos amis, votre époux, sa famille, tout ça. Parce que je dis merci ici à sa collègue et le docteur du travail. Ils m'ont beaucoup soutenu. Sans eux, c'est que c'est mort. Lui-même et son frère. Oui, grand merci à eux. Ce n'est pas assez évident, mais en tout cas, on va vous dire encore bravo à vous, mesdames. Bravo, vraiment. Aujourd'hui, on comprend que tant qu'il y a de la vie, il y a espoir. Et vous avez bien fait de vous accrocher. C'est quand même assez incroyable et formidable de voir la force de l'esprit que vous avez et de vous entendre relater des faits qui aussi forts, mais de façon zen, avec le sourire qui est là. Donc aujourd'hui, vous accompagnez aussi d'autres personnes qui souffrent du cancer afin qu'elles puissent voir la vie autrement, qu'elles puissent se prendre en charge. Alors s'il fallait peut-être... quel est cet élément-là qui nous met à terre, qui nous détruit quand on souffre du cancer? Ce qui nous détruit d'abord, en fait, vous n'avez pas un mois haut, vous pouvez... Craquer? Oui. Vous n'avez pas une famille qui vous accompagne psychologiquement pour aussi craquer. Oui, nous avons aussi ce qui met le moral à terre, le coût élevé de la maladie. Le traitement du cancer coûte extrêmement cher. Il n'est pas à la portée de tout le monde. Le citoyen lambda qui, par exemple, mange du riz sauté, ne peut pas se soigner vraiment. Aujourd'hui, à travers ma page Combattons le cancer de l'estomac, j'ai des cas. J'ai une à Yaoundé, que sa maman est atteinte du cancer du col de l'utérus. Depuis juin qu'on a diagnostiqué. Elle a fini de payer le traitement de sa maman, mais sa maman n'est pas encore prise en charge. Il faut la radiothérapie, mais il y en a une seule radiothérapie, les hôpitaux publics au Cameroun. Mais elle m'a dit, elle m'appelle ma grande maman, a dit à le pu, en que ses fesses, ça me heurte franchement. Ce n'est pas à la portée de tout. Si moi je ne suis pas peut-être à l'hôpital privé, que tout le monde connaît un oncologiste à Bikoko, c'est pas tout le monde qui peut se soigner là-bas. Sans publicité, oui. C'est vrai quand même que les spécialistes de la santé nous font quand même savoir que le cancer de l'estomac, il est guérissable s'il est détecté assez tôt. D'ailleurs, le taux de survie à 5 ans se trouve entre 50% et 80%. Oui, parce que quand on parle du taux de survie, c'est parce que après le traitement, vous devez suivre vos multiples rendez-vous que le médecin vous donne pour éviter le risque de récidive. Si vous ne respectez pas ça, vous pouvez attaquer encore la maladie. Et si on découvre ça, on peut traiter une fois.
Oui. Ouais, parce que si vous commencez le traitement alors que le cancer est déjà à un stade avancé, le taux de suivi il baisse entre 20 à 30%. Oui, parce que le cancer a 4 phases. Ouais. Phase 1, phase 2, phase 3, on peut traiter. Phase 4, c'est métatasé, on ne peut pas traiter. Ça vous mentir, on donne des traitements palliatifs aux malades pour calmer les douleurs. Parce que les malades en métatase ont extrêmement... les malades palliatifs ressentent des douleurs atroces. Raison pour laquelle on calme rien que les douleurs, on ne peut rien au traitement du cancer. Ouais. Oui. Et rien ne présageait ça, c'est-à-dire il n'y avait aucun élément, il n'y a rien qui vous a qui vous amenait à vous dire que certainement vous souffrez de ce cancer parce que vous avez peut-être eu ci ou ça. On parle par exemple de son alimentation, on demande de faire attention à son alimentation, à son poids, de réaliser les prises de sang de façon régulière pour quand même avoir un certain contrôle et de prendre des médicaments ou des compléments alimentaires. Vous faisiez rien de tout cela ou alors je ne peux pas imaginer que c'est un cancer. Tout le monde, toute personne a un mal d'estomac. Toute personne a un mal d'estomac. Ouais. Il ne dormait pas. Donc vous pensez juste que c'était le mal d'estomac en fait. Exactement. D'accord. Ouais. Ok. Samira, aujourd'hui vous êtes avec votre fille, vous vous battez chaque jour, vous êtes accrochés, vous voyez les progrès qui se font petit à petit. En tant que mère, en tant que femme, comment vous vivez cette situation-là? Parce que d'abord, une femme. Vivre avec ce cas Julie, lorsque on est mère et on est tombé enceinte et qu'on a donné naissance à un enfant, on aimerait tous voir son enfant comme tous les autres enfants. C'est-à-dire, ton enfant faire ses premiers pas, accompagner son enfant à l'école. Et lorsque le vôtre n'est pas comme les autres enfants, ça devient très compliqué. Et comment il y a des moments où quand je marche en route, quand je vois un enfant de son âge, je m'arrête là, j'observe. Je dis dans ma tête, ma fille serait aussi, si elle n'était pas malade, elle serait comme cet enfant-là. Ouais. Comment cette situation-là influence votre quotidien? Cette situation influence mon quotidien, surtout dans le monde du travail. D'accord. Parce que à l'heure actuelle, je me retrouve avec l'enfant. Je n'ai pas une personne qui m'aide à garder l'enfant à la maison. C'est très compliqué pour moi. Parce que chaque fois, tu es appelé à amener l'enfant à ces séances de psychomotricité, parfois au rendez-vous chez le neuropédiatre. Tu demandes, chaque fois tu demandes la permission au travail. Ouais, vous êtes régulièrement absente. Voilà. Ouais. Donc, et vous savez que lorsque ça devient répétitif, ce n'est plus bon. À un moment, j'ai dû abandonner parce que je me disais, bon, c'est pas grand-chose que je gagne. Avec mon enfant, j'ai opté garder mon enfant. Donc, pour l'instant, je m'occupe simplement de mon enfant. Et avec les hommes, alors, ça se passe comment? Avec les hommes, il faut dire, pour l'instant, je n'ai pas vraiment la tête à ça. Ça fait 3 ans quand même que la petite, elle est née. Oui, je n'ai pas trop la tête à ça. Depuis 3 ans, vous êtes dégoûtée par les hommes? Pas que je suis dégoûtée, mais je me dis, elle est d'abord ma priorité. Certes, il y a quand même des prétendants qui acceptent la chose, quoi. Ils aiment ma fille, tout ça, mais je ne suis pas encore prête à être dans une relation. Mais vous avez essayé quand même des fois? Vous avez essayé entre-temps? Ah mais Samira, vous ne direz pas que depuis 3 ans, vous restez célibataire quand même. On ne va pas vous croire du tout. Du tout. Vous avez essayé. Et comment ils réagissent alors? Comment ça se passe? Non, ils aiment vraiment, ils aiment ma fille. D'accord. Oui. Ils aiment bien ma fille. Et on appelle toujours ma fille. Donc, j'ai pas trop de problèmes par rapport à ce... D'accord. Oui, cet aspect-là, je n'ai pas trop de soucis par rapport à ça. D'accord. Et vous alors, Weti? Babette, jolie Babette, Weti. Oui. Voilà. C'est bon, vous pleurez plus, vous pouvez parler. Oui, ça va.
Ça, c'est comment on vit quand on a un homme qui nous fait la cour, qui ne connaît rien de notre histoire. Voilà, au début, on va au restaurant. Tant qu'on va au restaurant, on sort, ça va. On a encore la partie où on est habillé, ça va, ça passe. Hein. Mais maintenant, quand on parle de l'intimité, comment vous vivez ça? C'est vrai qu'on a des appréhensions. Oui. On peut rencontrer une personne qui nous plaise, qui s'intéresse à nous. Qui s'intéresse à nous et le dialogue passe bien, c'est assez fluide. On discute bien, on se perd même dans la discussion, dans la conversation. Et à un moment donné, on se dit, mais tiens, il y a une grosse partie de l'histoire que je vais devoir lui dire. Ouais. Comment est-ce qu'il va prendre la chose? Est-ce qu'il serait prêt à cheminer avec quelqu'un qui a eu un cancer, sachant que il peut, on ne le souhaite pas, mais il peut y avoir récidive, sachant tout ce que ça implique. Et comment lui dire que j'ai eu une ablation du sein? Comment est-ce qu'il pourra prendre la chose? Est-ce qu'il pourra l'accepter? Et même s'il accepte, est-ce qu'il n'aura pas, pardon, des honte, je ne sais pas, honte peut-être par rapport à ses proches, par rapport à sa famille, par rapport à ses amis? Est-ce qu'il sera prêt à assumer ça? Donc, ce sont des questions qu'on se pose. Mais je dois dire que jusqu'ici, j'ai la chance, je dis la chance de tomber sur des personnes, pas, quand je dis des personnes, ce n'est pas qu'ils sont des milliers, mais de tomber sur des personnes assez compréhensibles, des personnes qui sont plus intéressées par la personne, par ce que je suis au fond de moi que par la coquille. Et ils réagissent comme ils réagissent très souvent une fois que vous montrez... Une fois que je montre, une fois que vous avez ôté. C'est pas tout de suite qu'on montre. Comment? C'est pas tout de suite qu'on montre. Ouais, mais tout le temps, c'est toujours par montrer. Après ma chirurgie, la première fois, c'était... j'étais assez stressée. J'étais assez stressée parce que je me disais, oui, moi, je l'ai peut-être accepté. Je n'ai pas le choix de toutes les façons. Et lui, comment est-ce qu'il va le prendre? Et maintenant, ce qui m'inquiétait le plus, c'était par rapport à ma sexualité. Comment est-ce que ça allait se passer? Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que on sait très bien que le sein de la femme, que c'est une partie assez intéressante pendant l'acte. Maintenant, et aussi avec, comment je vais dire ça, avec cette greffe? Cette greffe, voilà. Mais c'est une greffe qui, enfin, c'est normal, il y a la cicatrice ou alors vous oui, faites... mais comment? Il y a du feu, aussi un petit peu. Je me demandais comment ça se passerait. Est-ce que j'aurais les mêmes sensations? Est-ce que ça se passerait de la même façon? Qu'est-ce qui va changer? Est-ce qu'il faudra faire des réaménagements, peut-être sur le plan psychologique? Qu'est-ce que ça impliquerait? Est-ce que le plaisir sera le même? C'est autant de questions qu'on se pose, mais après on se rend compte que c'est rien du tout. Ah bon? Oui, c'est du pareil au même. C'est vrai qu'on a toujours tendance à... Enfin, l'histoire du membre, comment on appelle ça? J'oublie le terme qu'on emploie souvent. Pour dire on parle souvent de... Quand une personne a été amputée, on parle souvent du membre fantôme, je ne sais pas trop. Je me perds peut-être sur le thème qu'on emploie. Mais après, on se dit... Et puis ça fait bizarre parce que il n'y a plus de sensation de ce côté-là. Donc quand on passe oui, parce que le nerf, voilà, je te rappelle que il y a eu jadis des sensations et que là, il n'y a plus rien du tout. Ça fait quand même un peu bizarre. Ça change. D'accord, donc on ne sent plus, il n'y a plus cet effet-là en fait. Oui, mais de l'autre côté, ça fonctionne normalement. Mais là, vous faites, enfin là, il y a du faux, enfin, bien on a fait une sorte de prothèse. On va vous demander de nous montrer les seins, quand même, vous inquiétez pas. Ce que je fais, c'est plus une prothèse externe que je mets, comme là par exemple. Enfin, on ne voit pas la différence. Du tout. Non, on ne voit pas la différence. Maintenant, il y a des possibilités de faire des prothèses plus tard, de faire de mettre des implants et tout. Mais bon, honnêtement, pour le moment, je ne pense pas trop à ça. Parce que j'arrive à vivre pleinement ma sexualité avec, j'arrive à vivre pleinement ma vie avec. Et pour le moment, c'est... Oui, parce qu'on se rend compte quand même que les femmes qui souffrent du cancer de sang, après, sont bloquées sur le plan sexuel. Ça donne de la peine à avoir une vie sexuelle épanouie. On n'arrive même pas à se regarder devant un miroir. On n'arrive même pas à se mettre en petite tenue devant un homme. Même quand on va à la piscine, à la plage, c'est extrêmement compliqué. Et vous faites comment? Le plus compliqué, en fait, c'est de trouver les vêtements. Avant, c'était facile de mettre...
une nuisette sexy, je sais pas, un soutien-gorge sexy par exemple. Mais maintenant, c'est compliqué. Il faut pouvoir trouver le soutien-gorge adapté. Il faut pouvoir trouver l'ensemble adapté qui ne fera pas, comment je vais dire ça, qui ne sera pas moche entre guillemets. C'est pas moche, mais c'est dans notre esprit en fait. On s'est dit, est-ce que ça sera joli comme sur une femme qui a ces deux seins. Ces deux seins, ouais. Je pense que le plus beau encore, c'est quand on est en face de nous un homme qui nous aime de façon profonde, sans toutefois... Exactement. Ouais. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Hein. C'est encore une autre paire de manches. Le soutien. Tout à l'heure, Nadine parlait d'une épaule de soutien de quelqu'un qui pourrait la tenir, lui dire combien on l'aime, lui faire des câlins, des caresses et tout. Ouais. Parce qu'avec vous rêvez en tant que femme, vous rêvez quelle est la vie de femme que vous souhaiterez mener plus tard? Est-ce que vous êtes prête déjà à construire, à fonder une relation durable? Pour le moment, je dirais non. D'accord. Non, parce que quand tu es dans une relation, je reviens à ce qu'elle disait. Toi, tu te dis, bon, c'est ça, je l'accepte, je dois vivre avec. Puisque ta famille t'a déjà accepté. Donc forcément, tu as le soutien de ta famille. Mais est-ce que tu te demandes, est-ce qu'avec l'inconnu, ça serait pareil? Parce que l'inconnu, il peut t'accepter, mais il ne va pas te donner totalement ce que tu as besoin. Il peut faire le semblant. Il peut t'accepter, mais il ne ressent rien pour toi. Il va faire semblant. Est-ce que tu vas vraiment avoir ce que tu veux? Ou bien quelqu'un qui vous aime pour la le main vrai. épaulée vraiment. Ouais. C'est ça le plus difficile. Tu vois, tu te demandes comment est-ce que tu vas lui dire, comment est-ce qu'il va réagir et tout et tout. Bon, à la fin, moi, particulièrement, je n'ai pas encore dit ça à quelqu'un. Donc, quand tu te présentes vers moi, que tu es mon petit ami, je me dis que tu as beaucoup d'étapes à traverser avant que je te parle même de ça. Mais il vous pose quand même des questions. Il vous demande peut-être quel âge vous avez quand vous leur donnez votre âge, quand vous leur dites que vous avez 23 ans. Comment ils réagissent? Pourquoi tu as 23 ans, tu es court de taille, tu es petit, tu es comme un enfant de 5 ans. Tu supportes ces mots, tu dis que c'est parce que c'est comme ça. C'est comme ça que Dieu m'a créé. Donc moi, j'évite parfois d'entrer trop dans ma vie. Parce que ça peut le brustrer, ça peut le frustrer. Mais il est là pour entrer dans votre vie, vous savez. Évidemment qu'il est là pour entrer dans ma vie, mais je suis souvent ce genre de conversation. Alors, plus tard, vous voulez devenir mère, vous voulez devenir femme. Quelle est la première chose qui vous traversera l'esprit? Si jamais il y a un homme, déjà, pour vous plaire, il faudrait qu'il soit comment? Quel est le style d'homme qui fera véritablement battre le cœur de Nadine Pamela? Il doit être comment? Bon. Le véritable homme qui doit faire battre mon cœur, c'est celui-là qui ne va pas regarder ce que je suis. Il va regarder ce que je suis. Il ne va pas regarder la maladie que j'ai ou bien l'hémoglobine qui n'est pas bon. Parce qu'il faut dire, parce que les gens sont quand même curieux, on se dit, AS, forcément, on est porteur, on ne fait pas la maladie, mais il faut dire que chez vous, vous êtes AS et c'est le S qui est dominant en fait. C'est pour cela que vous faites de la maladie. Exactement. Donc j'aimerais avoir quelqu'un qui va être bien compréhensif, quelqu'un qui va d'abord m'accepter, qui va m'accepter, qui va me donner tout l'amour qu'il peut. Oui, parce que j'en aurais vraiment besoin. Oui. On va revenir tout à l'heure. Alors maintenant, je vous propose d'écouter le Vox Pop. On a posé quand même deux principales questions. On était à Yaoundé, on était aussi à Douala. Première question, on voudrait bien savoir comment réagir quand on découvre qu'on a une maladie incurable. Est-ce qu'il faut en parler à son partenaire, oui ou non? Et maintenant, est-ce qu'on a très souvent le soutien de nos proches quand on découvre ou quand on vit cette maladie-là? On écoute attentivement ces différentes réactions captées par Théophile Djougue, Stéviane Tepeu et Rodrigue Ngassi. On se retrouve juste après. Moi, je pense que lorsqu'on est déjà partenaire, lorsqu'on est marié, on est censé se supporter les uns les autres. Donc si c'est mon épouse qui est malade, je suis censé être auprès d'elle. Je suis censé la soutenir. Je suis censé veiller sur elle. C'est vrai, ça ne serait pas facile, mais on a besoin de l'un ou de l'autre. Donc c'est important. Lorsqu'un cas comme ça se présente, ce qui est vrai,
ne faut pas garder le secret. Selon moi, il faut partager l'information, ton épouse et toi. Question de voir ce dont il y a lieu de faire. S'il faut suivre le traitement ensemble, il faut suivre ensemble le traitement. Parce qu'en gardant le silence, ça empire la situation. Et en empirant la situation, ça peut dégénérer, puis ça atteint d'autres gens, les enfants et autres. Donc selon moi, il faut partager l'information, ne pas garder le secret et chercher des voies et moyens à se soigner. Dès que je découvre qu'elle est malade, et pour moi, ma première réaction serait de lui conseiller d'aller à l'hôpital se faire soigner. Et déjà, je pourrais l'accompagner aussi de façon morale à supporter la maladie. En me concernant, je peux juste mettre un point d'interrogation. À mon avis, si mon conjoint, mon mari, dont le père de mes enfants, moi s'il est malade, moi je peux lui supporter. Oui, je lui supporte, mais tant que le cas, mais si c'est du côté de l'homme, non, l'homme ne peut pas supporter. Mais en général, les femmes supportent normalement les hommes pour les maladies, à mon avis. Je ne vois pas le pourquoi quelqu'un serait malade, on va l'éviter. La maladie, c'est la maladie. Je prends le cas si c'est ta mère, ou si c'est ton père, ou soit ton enfant, ça peut y arriver. Il faudrait juste qu'on ramène à ceux qui sont malades là, qu'ils ne soient pas désespérés. Oui, qu'ils se soignent et savent qu'ils vont guérir. C'est une maladie comme tout le reste, comme le palu, comme ceci, comme la blessure, comme ça peut guérir à tout moment. Qu'ils ne s'en prennent pas la tête, qu'ils ne s'en prennent pas la tête en disant que la maladie ne peut pas guérir. Et en croyant que non, ça peut aller, Dieu existe. Tu fais tes prières, tu prends tes médicaments, tout va aller. Qu'on ne se désespère plus, quelle que soit la maladie que tu as. I think it is good to support a partner. If my husband happens to contract a terminal disease, I'm going to support him because I know that my marriage vows was for better, for worse, in sickness and in health. So I am obliged to support him, because I've taken a vow to do that. In case I contract a terminal disease, I will tell my husband. Why? Because I know that he's aware that in life one can get sick. And in case one is sick, because of our marriage vows, he should be able to support me. Given that I too am ready to support him, I was expecting to be able to support. So if I am sick, I will tell him that I am sick. I'm going to expose it to him, because I don't think there should be any secrets in marriage. Si c'est le sida, c'est déjà psychologiquement, c'est une maladie coupe-cœur, d'après mon entendement. Et si c'est le cas, pour moi, je pense que ça serait très difficile pour moi de continuer encore à entretenir des rapports sexuels avec elle. Voilà. Je peux l'accompagner de façon morale, mais sans toutefois faire des rapports sexuels avec elle. Toute maladie, ne pensez pas seulement que le sida c'est un truc qu'on porte par voie sexuelle. Donc toute maladie, d'autres coachent même souvent les maladies en soi, disant que on va se moquer de moi parce que je suis partie porter à voie sexuelle. C'est pas ça. Toute maladie, on connaît que même les objets peuvent te donner une maladie. Donc laisse-toi de ce que les gens vont penser de toi et tu te fais soigner. Et tu laisses que non, je suis malade, tu vas guérir. Tant que Dieu vit et tant que tu suis ton traitement comme dans la norme, tu vas guérir. Je ne vois pas le mal à ce que quelqu'un soit malade, on le repousse parce qu'il est malade. Moi, ça dépend. Je vais gérer cette histoire en 2 temps. Si c'est mon petit ami déjà, petit ami ne veut pas dire mariage. Ça veut dire un partenaire avec qui on vit, ça peut aboutir au mariage ou ça ne peut pas aboutir au mariage. Mais si mon petit ami est déjà un petit homme qui est trop sortant, dehors, cherchant les femmes, et qu'il a une maladie incurable, franchement, moi, je ne pourrais pas le supporter. Par contre, que quand on partage un corps, c'est pour 2 personnes, non pour 4 personnes. Mais maintenant, si c'est côté mariage, et que mon mari me trompe et qu'il a une maladie incurable, déjà, je serai obligée de lui supporter. Parce que déjà, l'alliance me permet de rester avec mon mari et l'acte de mariage déjà aussi. Parce qu'on se marie devant les hommes et devant Dieu. Mais je vais dire à tous ces hommes qui sont aussi infidèles, vraiment, excusez-moi, si tu es infidèle et que tu portes une maladie incurable, toutes les femmes ne seront pas comme moi. Pardonnable de mon côté,
côté mariage, mais impardonnable côté petite amie, je ne peux pas te pardonner. Là, je suis désolée. Si je suis malade, je vais dire à mon mari que je suis malade. Je ne dois pas lui dire que je ne dois pas cacher maladie. Parce qu'on s'est aimé pour le meilleur et pour le pire. On s'est aimé pour ça. Bon, si je suis malade, je ne peux pas lui cacher ma maladie. Lui non plus, il est malade, il doit me cacher sa maladie. Oui, non, même si c'est n'importe quelle maladie, VIH, cancer, pourquoi cacher sa maladie? Pourquoi cacher? Pourquoi le cacher à mon mari? Il ne faut pas le cacher. Il doit lui dire vraiment ce qui me fait mal. Lui aussi doit me dire ce qui ne va pas. Non, normalement, tu dois le supporter jusqu'à la mort. Si c'est vraiment votre partenaire, vous allez le supporter. Quant à moi, je dois le supporter jusqu'à la mort. Je dois le soutenir financièrement, moralement, avec toute mon énergie. Si c'est vraiment ma partenaire, je dois le supporter. Donc la femme ne doit pas être délaissée. Elle doit être soutenue par son mari, elle doit être soutenue par ses enfants, elle doit être même soutenue par sa famille. Bon, moi, c'est ce que je... Yeah, I know that there are men who don't support their wives. I have an experience of a friend that I lost because the husband did not care. She was actually sick for some time, but the husband was running about doing the business until she had to die. I really condemn such an act. Is bad because when marrying the girl, you promise the parents that you're going to stay with her, you're going to support her, be it in health or in sickness. So it is bad to abandon her when she's sick. Tant qu'être humain, je suis prêt à vivre avec une personne qui a une maladie incurable, car la personne n'a jamais choisi de l'avoir. Il peut arriver que moi-même je sois atteint par cette même maladie. Je voudrais également que les gens acceptent de vivre avec moi. Je pense que c'est très nécessaire de lui dire. Puisque ce partenaire, on s'était fait des vœux de se supporter dans le bonheur et dans la joie. Donc il doit pouvoir l'accepter. Et je dois le lui dire sans toutefois avoir peur. Au cas où je le lui dis et qu'il digère ça mal, j'aurai mal, mais je vais supporter, ainsi va la vie. Pourquoi pas? Surtout que peut-être s'il m'a connu et que je n'avais pas cette maladie et qu'après, on constate que peut-être j'ai une maladie incurable comme le cancer, pourquoi ne pas l'avouer? Je vais l'avouer, je vais le lui dire. Je vais le lui dire, tout simplement. Vous n'avez pas peur de sa réaction? Non, peur pourquoi? Peur pourquoi? Peur pourquoi? C'est des choses qui arrivent. J'ai cette maladie aujourd'hui comme demain ça pouvait être lui. Est-ce que je devrais avoir peur de le lui dire? Ou alors est-ce qu'il aura peur de me dire que bon, voilà, moi je trouve pas ça un problème. Hein? Dans une relation sincère, pour moi je pense que quand tu vis dans une relation, tu dois tout dire à ton partenaire. Parce que ça peut arriver, ton partenaire peut te laisser. Mais c'est mieux de dire la vérité à ton partenaire. Pour moi, c'est mieux. Parce que même si ton partenaire te laisse, tu sauras quand même que tu as dit la vérité à ton partenaire. Il y a des gens qui veulent contaminer les autres. Mais pour moi, donc, c'est mieux de dire la vérité à son partenaire. Parce que quand tu caches, ça veut dire que tu veux contaminer ton partenaire. Il y a des maladies qui sont incurables, qui sont contagieuses et d'autres qui ne sont pas. Mais prenons l'exemple du cas du VIH. Je constate que mon mari, mon époux, a le sida. Vraiment, ma première réaction sera d'abord de quitter la maison, m'éloigner de lui. Je m'en vais faire mes examens et tout ça. Et si je constate que je suis séropositive, là, ça devient encore plus dangereux. Au cas où ça sort négatif, c'est où je peux maintenant me mettre à réfléchir et voir dans quel cas on pourra peut-être causer et se remettre ensemble. Quand il y a dialogue, quel que soit l'incident, c'est par rapport au dialogue tenu par les deux partenaires, dont ma partenaire et moi, c'est ça qui va pousser à prendre la réaction. Si d'abord, dès le départ, elle me l'a caché, bon, je peux avoir une incidence psychologique, mais vu que peut-être nous avions passé un moment ensemble, la situation doit être digérée parce que sinon, ça peut être comme, je peux dire une trahison, mais pas une trahison, ça peut arriver parce que nous sommes les hommes. Ma réaction sera celle... Déjà, elle sera un peu difficile, mais si j'aime ma partenaire, il sera obligé de trouver, s'il y a une solution, à pouvoir trouver une guérison. Mais si elle est incurable, moi, je vais accepter cela puisque je l'ai aimée et continuer la vie avec elle. Vivre avec une personne sous le même toit, ayant une maladie incurable, c'est à moi de rassurer
le malade, pour la mettre en confiance, savoir que c'est une maladie que tout le monde peut avoir et que cette personne doit avoir le soutien. C'est notre soutien à nous qui va renforcer la personne et peut-être ramener le moral de la personne haut pour continuer à vivre. Vivre d'une personne qui a atteint d'une maladie incurable dans le sens de le remonter et de savoir que c'est possible qu'il puisse guérir et que demain, s'il a un ami qui a atteint, qui a eu la même maladie que lui, qui serait dans l'obligation aussi de pouvoir quand même le motiver et de savoir que ce sont des obstacles qui peuvent passer et je pense que on ne souhaite pas. Non, je ne peux pas l'éviter. Mon devoir serait de le remonter et de savoir comment m'y prendre avec lui. La maladie incurable, c'est une maladie difficile, pas du tout facile à vivre, mais il y en a quand même qui ont réussi à vaincre le mal, qui continue de sensibiliser. Alors, merci infiniment à Rodrigue Ngassi, également Séverin, également à Théophile Touque, et à Astélia Tepe pour ces différentes réactions. Enfin, on a toutes ces personnes qui ont bien voulu s'exprimer au micro d'Equinox Télévision. Il y a des réactions qui nous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Madame Assad. La réaction, vous a marqué tout à l'heure. Il y a une dame qui parlait que la famille abandonne les personnes malades. C'est vrai, exactement. Dans ma part de sensibilisation que la part de sensibilisation contre le cancer, j'ai les followers qui me disent je suis abandonnée à moi-même. Par exemple, c'est de Yaoundé. On l'a abandonnée tout seul avec sa maman. Sa maman étant malade, elle a mis toutes ses économies pour soigner sa maman. Elle ne travaille pas. Elle ne travaille pas. Malgré qu'elle a payé tout le traitement de sa maman ici à Douala, puisqu'il n'y a qu'une radiothérapie au Cameroun. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile avec elle. Ouais, le traitement coûte cher. Et vous alors, Nadine? Moi, le Voice Post me révèle beaucoup de choses. J'appelle ça les points noirs de ma maladie. Tu te rends compte, tu es malade, ta propre soeur te dit un matin que je te respecte parce que je suis malade. Si je n'étais pas malade, je te fouettais même. Parce que quand je te regarde, tu ne peux pas me taper, tu ne peux rien me faire. Tu vois, on se retrouve dans une situation où tu es obligé d'accepter peut-être le manque de respect de ta famille, de tes inférieurs, tes cadets. Tu es obligé d'accepter les mots. Parce qu'il y a certaines personnes qui me disent que si tu veux ne prendre pas soin de toi, nous on va aller donner l'argent à l'hôpital et ça ne nous coûte rien. Donc tu te rends compte que tes propres proches, ils te lancent les paroles, tu es obligé d'accepter. Ton quotidien, tu es obligé tu marches comme la tortue. C'est que non, je ne peux pas mettre mon pas ici, je ne peux pas dire telle chose à ma cadette parce qu'elle va me menacer. Elle va me menacer que je n'ai pas de force pour la taper. Elle va me menacer qu'elle va me dire carrément qu'elle me respecte parce que je suis malade. Autant de choses que tu dois vivre au quotidien. Et si tu n'as pas cette force, si tu n'as pas ce côté, ce mindset de supporter, tu peux craquer à tout moment. Et voilà alors Samira, une réaction qui vous a marqué? Plusieurs réactions parce que lorsque j'ai écouté le Vox Pop, c'est tellement facile de dire que je vais accepter la personne lorsqu'on ne vit pas la chose en question. Parce que dans mon quotidien, je suis en contact avec plusieurs parents, plusieurs mamans d'enfants IMC. Il y a des cas et des cas. Il y a d'autres parents, il y a même des mamans qui ont fini par abandonner leurs propres enfants. Soi-disant parce qu'on traite l'enfant serpent, enfant sorcier. Et la belle famille te dit que bon, ce genre d'enfant, c'est sorti d'où? Il n'y a pas ça dans ma famille. Toi, tu es venu avec ce genre d'enfant, pardon, excuse-nous. On te répudie, on t'envoie te balader. Et à la limite, toi, la maman, tu te dis que bon, si c'est ça l'objet de mon malheur, mieux je me sépare de ça. Il y a un autre cas, j'ai eu en début janvier, il y a une maman qui a fini par abandonner son enfant et l'enfant est parti.
tellement elle se disait que bon, l'enfant peut-être ralentissait ses activités. Elle a porté l'enfant, elle est allée abandonner l'enfant chez le père. Et le père en question, quant à lui aussi, il a porté son enfant, il est allé abandonner l'enfant dans un village. Ouais. On a trimballé l'enfant chez les marabouts, entre autres. Bon, ils n'ont pas accepté en fait la situation de l'enfant. Très peu de parents acceptent cette situation. Ils n'ont pas accepté, ils se sont dit, bon, peut-être qu'il y a encore espoir, on va faire ceci, on va faire cela. L'enfant est finalement parti. Bon, je me dis, peut-être c'est un soulagement pour eux. Et voilà, jolie Betty. Alors, le Vox Pop m'a fait penser à beaucoup de cas que j'ai eus. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance. Quand je dis chance, même, c'est ma famille proche, hein, parce que j'ai des tantes, j'ai certains membres de ma famille éloignés qui m'ont dit beaucoup de courage. Et on s'est revus 3 ans après, quand j'étais déjà guérie, parce qu'ils étaient certains que j'allais mourir. Et quand j'y pense, je me rends compte que si ma soeur, ma grande soeur, maman, si mes soeurs n'étaient pas là, si mes oncles directs n'étaient pas là, je ne serais pas là aujourd'hui. Parce qu'il y a beaucoup de malades qu'on abandonne à leur sort, abandonnés par les maris, abandonnés par la famille. On te dit, si tu allais chercher ta maladie, on te dit, on t'a lancé ça, on te dit, toi, si tu sais ce que tu allais faire, pourquoi est-ce que ça t'arrive à toi? Pourquoi à toi? Pourquoi? Et beaucoup de malades. Je me rappelle d'une amie, la première malade que j'ai rencontrée quand on m'a diagnostiquée, elle est décédée aujourd'hui. À l'époque, elle vivait en concubinage avec son fiancé. Et sa maladie avait été tellement médiatisée, elle a eu beaucoup d'aide, beaucoup d'argent. Et je pense que c'est ce qu'il calculait en fait. Il était avec elle par rapport à ça. Elle a guéri une première phase, mais après ça n'allait pas. Elle a fait une récidive. Et le monsieur, il a abandonné carrément. Il a abandonné à son sort, il allait faire des enfants avec une autre femme. Pas très loin, toujours dans le même quartier. Voilà. Et ça l'avait tellement affecté. C'était quelqu'un qui était très forte psychologiquement. Mais ce rejet-là l'avait tellement affecté. Après ça, elle a eu des soucis avec sa famille. Je me dis aussi que quelque part, il était peut-être à bout. Je ne sais pas. Peut-être à bout. C'est pourquoi je dis toujours qu'il est important aussi d'accompagner les proches. Le soutien psychologique, ce n'est pas uniquement pour le malade. Il est vraiment primordial que la famille aussi se fasse accompagner. Parce que très souvent, ce sont eux qui souffrent. Ils souffrent en silence. Ils n'ont pas le droit de se plaindre. Ils ne vont pas se plaindre devant toi, mais ils souffrent aussi. Et s'ils ne sont pas aussi accompagnés, ça devient problématique. Donc, elle est décédée parce qu'elle s'est retrouvée toute seule. Délaissée. Elle a abandonné. Elle a craqué. Donc, tout ce sur quoi elle se reposait, s'est écroulé. Et elle s'est retrouvée toute seule dans ce combat-là avec une récidive et elle n'a pas pu tenir. On a fait tout ce qu'on a fait. C'est compliqué. On va commencer à lire les messages. Bonsoir les jolies dames, très bonne thématique. Samira, je suis vraiment désolée, ce sont les choses qui peuvent arriver. Sois très forte, c'est pas une fatalité. Les propos de ton frère sont juste choquants, ne mets pas ça à cœur. Le Seigneur va t'aider. La dame qui a vaincu le cancer, tu es une vraie lionne. Beaucoup de courage à vous. Diane depuis Ange Raphaël. Bonsoir mesdames, je vous félicite pour la bataille par laquelle vous êtes toutes passées. Merci pour vos témoignages si encourageants. Je voudrais me joindre aux dames sur le plateau qui œuvrent dans la lutte contre le cancer et leur apporter mon soutien. Beaucoup de courage, c'est Rupert Fodjo depuis la ville de Douala. Bonsoir Julie, vous êtes toutes belles sur le plateau. Beaucoup de courage à ces dames car la santé n'a pas de prix. Bonsoir Julie, jolie votre tenue. Merci. Beaucoup de courage aux femmes de votre plateau. J'aime les thèmes de votre émission Claude depuis la ville d'Edea. Je suis Salmon Caleb depuis Douala, plus précisément au quartier PK12. Je pense que vivre avec une personne atteinte d'une maladie incurable peut être un défi. Mais cela peut être aussi une expérience très enrichissante et gratifiante. Cela dépend vraiment de la relation que tu as avec cette personne et de votre capacité à vous soutenir mutuellement. Il est important de faire preuve d'empathie, de patience et de compréhension envers la personne malade tout en prenant soin de toi et de tes propres besoins. Bonsoir, c'est Junior Amasolo Amand depuis PK8. Voilà. Je suis vraiment touchée par ce qu'a vécu Betty et tout le reste qui combattent cette maladie. Et vraiment beaucoup de courage à elle et surtout qu'elle soit très forte et qu'elle continue de rendre grâce à Dieu. C'est la noire qui parle du cancer là n'est pas mal comme femme. Malgré la maladie, moi je peux toujours déposer ma candidature. Marcelo depuis Bonandale. Bonsoir Julie et bonsoir à ces braves dames. Beaucoup de courage à elles dans leurs différents cas.
Bonsoir Julie, beaucoup de courage à elle dans leurs différents cas, que le Seigneur leur donne beaucoup de force. Anouandi depuis Tchanga. Bonsoir Julie, je suis Délie Arnaud depuis Batouri, je suis fan de votre émission car vous traitez des sujets importants. Je souhaite beaucoup de courage à ces personnes qui souffrent des maladies incurables, surtout à Massa Samira, que je connais particulièrement. Bonsoir Julie, à toutes les femmes sur le plateau, beaucoup de courage à vous les dames. Pour celles qui souffrent de la drépanocytose, bien vouloir contacter le docteur Nietzsche, j'ai vu des cas qu'il a gérés. Achille Tchakna depuis Bipanda, Julie, j'ai juste envie de dire à toutes ces femmes beaucoup de respect et de bénédiction car elles ont toutes vécu des histoires vraiment très choquantes. Et bien sûr, beaucoup de prières car le Seigneur a lui seul a le dernier mot. Restez toutes concentrées à lui et ne vous découragez pas. Merci encore à toi Julie, la bombe de ma fille, et pour tout ce que tu fais pour ces femmes dans ton émission. Merci. Clin d'œil à ma bombo. Pour la drépanocytose, j'ai ma collègue qui a plus de 50 ans qui partage le quotidien avec nous sans stress. D'ailleurs, elle s'est mariée il y a 2 mois. J'ai une autre collègue qui a aussi tous ses enfants drépanocytaires, mais tous sont vivants. On a non plus dit qu'ils sont morts. C'est pas forcément la mort. Sauf que le quotidien est assez difficile parce qu'il y a des crises qui se multiplient. Et comme Nadine parlait tout à l'heure de la prise en charge, c'est assez difficile à vivre même quand ils ont des crises. Ce sont des crises sévères, des douleurs insupportables. Bonsoir, ces jeunes filles sont waouh. Bonsoir le plateau, je veux savoir la fille qui dit de ses parents l'un est AA et l'autre AS, mais je ne comprends pas comment elle est drépanocytaire. Vraiment, c'est hier qu'on découvre que ma nièce de 4 ans est drépanocytaire. Courage à tous. Cédric Capitois. On vous a expliqué tout à l'heure. Ouais. Elle a dit que ses parents, il y a un qui a AA, l'autre qui a AS, mais elle est AS et son S, il est dominant. C'est pour ça qu'elle fait des crises. C'est bien sûr là. Bonsoir mesdames, très beau thème. S'il vous plaît, j'aimerais comprendre comment Nadine réussit à faire la maladie alors que l'allèle A de sa mère est censée dominer sur l'allèle S de son père. N'est-elle pas censée être une porteuse saine de la maladie, justement? Ben, en tout cas, il faut quand même qu'on rappelle qu'il y a des missions. Elle ne va pas devenir médecin. Il y a des missions spécialisées. Il y a par exemple Actu Santé avec Nadine Yambou, il y a Santé Bien-être avec Dominique Pengou. Également, il y a un regard social qui réunit un certain nombre d'experts quand même pour aborder en profondeur les différentes thématiques. Mais elle a expliqué tout à l'heure que le S est dominant. C'est pour cela qu'elle fait la maladie. Bonsoir à vous les dames et courage à vous. Vous êtes toutes des combattantes et des conquérantes. Je vous applaudis. Je dois dire que le suivi psychologique au Cameroun est médiocre et très négligé dans les hôpitaux. Dans les cas de maladies incurables, l'hôpital doit assurer un suivi psychologique des malades et leurs proches. Mesdames, vous êtes toutes très fortes. Martin. Salut à toutes les belles femmes, je suis vraiment touchée avec leur histoire. Bonsoir à toutes, vous êtes très jolies. Julie, j'aime votre style, merci, très belle thématique. Courage aux dames sur le plateau, c'est très touchant, leur témoignage refine depuis des pandas. Bonsoir à vous très chers, que Dieu continue de veiller sur vous et courage pour la suite et merci pour la force que vous envoyez aux autres malades. C'est Inès Blandine depuis la ville de Bafoussam. Bonsoir toutes les braves dames du plateau, vous m'avez apporté beaucoup de force car moi-même je me bats contre une maladie incurable et c'est vraiment pas évident au quotidien de garder le moral haut. Courage à nous, Brigitte Claude depuis Emana Yaoundé. Alors Julie, moi j'étais assez fidèle à mon mec jusqu'à ce qu'il me file le sida et le pire c'est que le bon monsieur a demandé qu'on se sépare et aujourd'hui il continue à distribuer le sida. Moi je n'ai plus la force d'avoir des rapports sexuels avec un homme. La fidélité nous rattrape quand on est un partenaire infidèle. Aujourd'hui je suis à un pas de mourir à cause d'un homme qui n'a pas su garder sa braguette fermée. Julie, ma grande sœur qui a subi la chimiothérapie du cancer du col de l'utérus il y a 18 ans. Son docteur est déjà mort, elle est en vie, miracle n'est-ce pas? Bonsoir Julie, très belle tenue ce soir. Bonsoir mesdames. La dame qui souffre du cancer de l'estomac, j'aimerais qu'elle nous donne davantage les symptômes et les manifestations de cette maladie pour aider qu'elle plus d'hommes. Moi j'ai un mal très fréquent, Andrea. On a dit, on a parlé. Mais allez vous faire, attendez quand même. Elle ne peut pas donner symptômes aussi en tant que telle, vu qu'elle n'est pas... Elle peut s'abonner sur ma page, combattant le cancer de l'estomac. Voilà, en même temps, elle n'est pas médecin, mais on a parlé des symptômes, on a parlé des vomissements, on a parlé de la fatigue, on a parlé de l'appétit, les remontées acides, on a parlé de ce nombre de choses. Mais c'est important d'aller à l'hôpital. C'est ça. Très, très important. Consulter un gastro. Voilà. C'est à travers le gastro qu'elle va avoir le résultat final. Tout à fait. Donc, on ne va pas paniquer tout de suite. Seul l'hôpital, le médecin peut vous donner le véritable diagnostic. Bonsoir, vous sur le plateau. Vraiment beaucoup de courage à toutes ces dames vivant avec des maladies incurables. Ma mère a été victime du cancer du sang. Beaucoup de courage à ma petite sœur Witty Jolie Barbette. C'est le commandant Silenou Doudou. Bonsoir et très grand courage à ces jolies dames sur le plateau de Paroles de Femmes. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde la guérison. Alain au contrôle, il est médecin par excellence. Elvis le Grand depuis Ange Raphaël.
Bonsoir Julie, très belle ce soir. Juste au courage à vous les dames et persévérance. Christelle depuis Ndok Passy. Bonsoir les dames du plateau. J'ai épousé une femme qui souffre de l'hépatite B sans toutefois le savoir. Aujourd'hui, je suis contaminée par cette maladie et au Cameroun, il n'y a pas une prise en charge contre l'hépatite B. J'ai tellement dépensé de l'argent au point où je n'en ai rien. Je prie le gouvernement de prendre la prise en charge de l'hépatite B. Je suis Martin, depuis la ville de Ngaoundéré. Bonsoir Julie, très beau thème, s'il te plaît. J'ai une question pour Nadine. Elle a dit que son père AS et sa mère. Bonsoir les dames, très bon thème ce soir. Moi, je suis un témoignage vivant qui avait été atteint d'une maladie incurable, VIH. J'ai rencontré mon époux qui m'a proposé le mariage. Je lui ai fait part de ma situation, il a accepté. Aujourd'hui, nous sommes mariés depuis 10 ans avec plusieurs enfants et mon époux a été ma force. Sans lui, je serais déjà morte et enterrée Marlise depuis l'Ocpom. Bonsoir à Julie, c'est Kofi Maria Madouala. Laissez-moi vous dire, les maladies incurables créent d'énormes stress, surtout lorsqu'on n'a pas de soutien psychologique venant de la famille ou du partenaire. Mais nous avons constaté que la plupart des hommes rejettent les femmes qui en souffrent. Par conséquent, par contre, ce sont les femmes qui acceptent vivre et souffrir pour eux. Lorsqu'ils sont dans cette situation, j'ai toujours dit, tant que tu n'as pas traversé rivière, ne te moque pas de l'autre. Il y a un couple qui a vécu, l'époux était contaminé du VIH, la femme a fui 2 ans après, elle revient vers l'homme demander pardon, sachant qu'elle était déjà aussi contaminée. Pour retrouver son foyer, j'ai demandé à cette femme, peux-tu décrire la date à laquelle ton époux a été contaminé? Elle a dit non, mais tu étais active sexuellement avec lui. Elle répond très bien. J'ai donc fait savoir qu'elle était une période de séroconversion, il ne fallait pas quitter le partenaire vu qu'elle était déjà exposée bien avant. Évitons souvent de stigmatiser les autres, mais essayons de les comprendre et les accompagner. Vivre positivement car nul ne connaît son lendemain. Bonsoir, je suis Monsieur Dakoré Emar du Congo-Brazzaville. Je suis votre émission depuis chez moi. Je suis vraiment intéressée. Bonsoir Julie, merci pour le thème de ce soir. Merci à toutes ces braves qui ont accepté de partager leur expérience. Plusieurs personnes en souffrent. Nous prions que le Seigneur Jésus leur accorde une totale guérison. On ne choisit pas la maladie, on doit supporter l'un comme l'autre et apprendre à vivre avec son mal. Stéphane, depuis la ville de Yaoundé. Bonsoir chers panélistes, selon moi, le mariage c'est pour le meilleur et le pire. Par conséquent, on se doit de soutenir l'autre en cas de maladie. Bonsoir vous sur le plateau. Moi, 3 mois après le mariage, j'ai été atteinte de la tuberculose. Dernier stade, mon époux a toujours été là. Pour moi, rien n'avait changé dans notre foyer. Moi, la vie intime et on mangeait toujours dans le même plat. Il m'encourageait à prendre mon traitement. Ça fait 10 ans aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Julie, ma compagne, est séropositive. C'est vrai que le jour où elle me l'avait dit, j'avais été frustrée, mais je l'ai accepté. Ainsi, on prend toutes les précautions possibles et elle suit son traitement et je l'aime énormément. Bonsoir Julie, ainsi qu'à ces vaillantes qui sont autour de moi. Alors, à mon humble avis, lorsqu'un partenaire est atteint d'une maladie incurable, je pense qu'il faut très rapidement en parler à l'autre partenaire. Il est du devoir de l'autre partenaire qui n'est pas malade de soutenir l'autre, car la première guérison est d'abord la guérison psychologique. Gérard Déby. Bonsoir vous sur le plateau. Moi, c'est Emeline de Yaoundé, quartier Les Verts. Beaucoup de courage, vous en particulier à celle qui a un enfant atteint d'une paralysie cérébrale. Vraiment, ce n'est pas facile. J'ai déjà pleuré, fatiguée, parce que moi aussi, j'ai une petite fille qui souffre presque de la même maladie. Son père l'a abandonnée en disant qu'il n'y a pas des enfants handicapés dans sa famille. J'ai perdu mon premier boulot parce que je devais suivre l'enfant. 2 ans de chômage. Moi, maman orpheline depuis longtemps. En plus, mon premier accouchement, j'ai souffert grâce à Dieu et ma famille qui m'ont toujours soutenue. Elle a 2 ans. Je ne comprends pas. Alors, elle ne peut pas s'asseoir, ok? J'ai trouvé un autre boulot mieux qu'avant. Aujourd'hui, elle a 3 ans et elle fait la crèche et prononce quelques mots. Alors, j'ai la foi que ça va aller. Bonsoir les dames, belle émission éducative. Le cancer est une maladie qui fait très peur, mais tout bourreau sur terre a un talon d'Achille. Il est guérissable si on connaît comment s'y prendre. Très souvent, on nourrit la maladie dans l'inconscience absolue. Ce qui la rend incurable, cette maladie se guérit même en phase terminale. Ce que la nature ne guérit pas est surnaturel. Monsieur Metchop de Douala. Julie, c'est trop top. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Paroles de Femmes. Je suis Dr Tania Muriel, médecin gynécologue à l'hôpital de Dessy de Deido. Ce soir, je vais aborder avec vous une thématique essentielle, à savoir l'alimentation de la femme enceinte. La question de l'alimentation au cours de la grossesse est essentielle car une alimentation équilibrée est un gage d'une grossesse réussie. Une femme enceinte devait bien s'alimenter, manger équilibré
à savoir plusieurs repas au cours de la journée, à savoir les 3 repas, boire beaucoup d'eau. Il est nécessaire au cours de la grossesse d'apporter certains nutriments et éléments qui sont nécessaires pour la croissance et le bon développement du fœtus. Ces éléments sont essentiellement le folate, le fer, le calcium, le zinc et de l'eau. Tous ces éléments concourent à une bonne grossesse et une bonne évolution du bébé. Les différents nutriments nécessaires à une bonne croissance du fœtus sont essentiellement ceux qui contiennent de l'acide folique, des folates, de la vitamine B9, du calcium. Essentiellement, les folates sont contenus dans les légumes et légumineuses. Une femme enceinte devrait manger environ 5 fruits et légumes par jour. Les légumes que nous avons sur le marché sont essentiellement riches en fer et en folates, à savoir le poème, les feuilles de manioc, les feuilles de patates, les légumes du village, le zoum. Tous les légumes en général contiennent essentiellement de fer. Une femme enceinte devra en consommer régulièrement. Les produits laitiers, quant à eux, sont essentiellement riches en calcium et en vitamine D3. Une femme enceinte devra en consommer au moins une fois par jour, à savoir le yaourt, les fromages. Il faut essentiellement boire beaucoup d'eau, car de l'eau est nécessaire à l'hydratation du bébé, à une bonne croissance du bébé et surtout à l'apport nutritif de ce bébé. Il est essentiel aussi de réduire certains aliments tels que les matières grasses, les huiles, le sucre ajouté et le sel. Essentiellement, la femme enceinte devra aussi consommer de l'iode qui est contenu dans le sel, mais il faut en prendre en petite quantité. Il faut proscrire absolument l'alcool et le tabac, car ce sont des gaz nocifs pour le développement du fœtus. Une mauvaise alimentation au cours de la grossesse va causer beaucoup de complications chez la mère comme chez le fœtus. On aura une dénutrition chez la mère, une mauvaise croissance du fœtus, un faible poids de naissance, souvent qui peut aboutir à une mort du fœtus in utero. Et bien fait d'une alimentation en général, c'est une bonne croissance du bébé, une mère épanouie, une grossesse épanouie et un bébé en bonne santé. Mais il est essentiel aussi de préciser que une suralimentation de la maman au cours de la grossesse peut avoir des risques chez le bébé, à savoir les macrosomies fœtales qui rendent un accouchement difficile et qui peut aussi causer des complications telles que l'hémorragie du postpartum immédiat. Les horaires en général ne sont pas réglés comme une horloge. Une femme enceinte devrait juste s'équilibrer, avoir une alimentation équilibrée et 3 repas par jour. En fonction surtout du trimestre, on propose une alimentation en fonction des envies. Mais il ne faut pas avoir des excès. Donc il faut avoir un petit déjeuner complet le matin qui comprend en général un fruit, un légume, une boisson lactée, beaucoup d'eau et moins de glucides. À midi, une alimentation équilibrée, à savoir une viande ou un poisson, des légumes, un peu de glucides et beaucoup d'eau. Et en général le soir, ne pas manger très tard et manger toujours équilibré. Et bien fait de l'alimentation en général, c'est une bonne croissance du bébé, une mère épanouie, une grossesse épanouie et un bébé en bonne santé. Mais il est essentiel aussi de préciser que une suralimentation de la maman au cours de la grossesse peut avoir des risques chez le bébé, à savoir les macrosomies fœtales qui rendent un accouchement difficile et qui peut aussi causer des complications telles que l'hémorragie du postpartum immédiat. Les horaires en général ne sont pas réglés comme une horloge. Une femme enceinte devrait juste s'équilibrer, avoir une alimentation équilibrée et 3 repas par jour. En fonction surtout du trimestre, on propose une alimentation en fonction des envies. Mais il ne faut pas avoir des excès. Donc il faut avoir un petit déjeuner complet le matin qui comprend en général un fruit, un légume, une boisson lactée, beaucoup d'eau et moins de glucides. À midi, une alimentation équilibrée, à savoir une viande ou un poisson, des légumes, un peu de glucides et beaucoup d'eau. Et en général le soir, ne pas manger très tard et manger toujours équilibré. Ce soir, le message que j'aimerais vous passer à toutes les femmes enceintes qui nous écoutent, c'est manger bien, manger bio, manger pour une personne, boire de l'eau pour 2 personnes et dormir pour 2 personnes. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne suite d'émission. Bye bye. C'était dans Minute Conseil. Merci beaucoup au docteur. Alors, vous avez suivi. Là, il n'y a plus assez de temps pour sortir. Qu'est-ce qu'on retient? Le message que vous envoyez à ceux qui nous regardent. Je commence par vous, Samira, en quelques mots, parce qu'il n'y a plus assez de temps. Le message que j'envoie ce soir, il est important que les parents d'abord acceptent la condition de leurs enfants. Lorsque tu as un enfant qui a un handicap, dis-toi que la vie doit continuer, je dois faire avec. Prends cet enfant comme tous les autres enfants. Aime ton enfant et avance. Et maintenant, côté personnel soignant, c'est important que les sages-femmes qu'elles se fassent recycler.
c'est très important parce que selon une étude du professeur Ngefak en 2015, la plupart des cas des enfants atteints de paralysie cérébrale c'est dû à l'asphyxie néonatale. Il est important qu'elle fasse la formation continue, c'est très important pour nous éviter encore les cas de naissance des enfants IMC au Cameroun. Merci beaucoup Samira. Et vous alors, Jolie Witi? Alors je dirais que je conseillerais à des jeunes dames, parce qu'avant on disait que le cancer c'est à partir de la cinquantaine, mais malheureusement beaucoup de jeunes dames de 30 ans, 20 ans sont atteintes du cancer du sein. Alors il est important de faire l'autopalpation, ça doit être un réflexe. Quand vous prenez votre douche, quand vous êtes devant votre miroir, ayez cette habitude-là de faire l'autopalpation, parce qu'un cancer qui est diagnostiqué précocement vous donne des chances d'en guérir. Donc il est important, faites l'autopalpation. Si vous ressentez une masse ou si vous ressentez quelque chose d'anormal, allez consulter un gynécologue. Si c'est nécessaire, ils vont vous orienter vers un oncologue et ça va vous sauver la vie. Ça a été mon cas, j'ai été diagnostiquée très tôt, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Merci. Alors, faites-en. Faites pareil, merci beaucoup Jolie Witi. Et vous alors, Flore? Je vais dire aux téléspectateurs que le cancer a une mutation génétique. Moi, je n'ai pas hérité le même cancer que ma maman. Ma maman est décédée du cancer de l'utérus. Moi, j'ai eu celui de l'estomac. Je conseille de... Il faut dire que les hommes aussi souffrent du cancer. Oui, les hommes aussi souffrent du cancer. Le mois de novembre, c'est consacré pour les hommes, cancer de la prostate et le cancer des testicules. J'exhorte tous les hommes à se faire dépister, car dépister précocement peut sauver une vie. Merci. Et voilà, Nadine, pour sortir en quelques mots. Oui, j'aimerais donner 2 conseils. J'aimerais dire à tous nos jeunes couples, à tout le monde qui ont pour futur de se marier, n'oubliez pas de demander à vos conjoints et à vos conjointes de faire le test d'électrophorèse. Ça va nous permettre d'éviter le taux de drépano dans notre monde entier. Merci beaucoup. Je vais vous couper parce qu'il y a assez de temps. On a compris qu'il faut faire le test d'électrophorèse. C'est très important de connaître votre électrophorèse. Vous êtes AA ou AS ou SS pour éviter les cas de drépanocytose. Merci infiniment à la grande équipe conduite par Dani Warren-Zodio, Godlove et Tata, Cédric Chona, Théophile Chunke, Gabriel Tuissa, Cédric Chakucho, Steven Tepe, l'équipe de la Nouvelle Expression. Les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 10h30. On se retrouve mardi prochain avec le même plaisir, le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.